messieurs, bonsoir et merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Sénégal. Il est 19h sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS, le journal. À la présentation, Elisabeth Agnessar, les titres de cette édition: psychose des populations de Pognène Sérère dans la région de Thiès. Une maladie pour le moment inconnue affecte plus d'une vingtaine de personnes. Le district a fait appel à des spécialistes en neurologie de l'UFR Santé de l'Université de Thiès pour des investigations. Et puis Sénélec va se doter d'une centrale électrique solaire. Cette centrale d'une capacité de 30 MW va coûter 27 milliards de francs CFA. Le FONSIS et son partenaire, le projet Sénénergie, ont procédé à la signature de la convention ce matin en présence du Premier ministre. Et puis les deux policiers impliqués dans la mort de l'étudiant Mamadou Diop écopent de 2 ans et 3 mois de prison, mais Tamsir Ousmane Cham plutôt et Wagan Souare n'iront pas en prison puisque c'est l'État qui a été déclaré civilement responsable. Vous entendrez leur avocat à Maître Bamba Cissé, Toussaint Manga et compagnie libre ce jeudi. Le secrétaire général de l'UJTL et ses co-prévenus ont bénéficié d'une liberté provisoire après 10 mois de détention. Ils avaient été arrêtés pour trouble à l'ordre public suite à des manifestations contre la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison. Et puis un avis de recherche international lancé par Interpol contre Pape Massata Diack, le fils de Lamine Diack, est accusé d'avoir trempé dans le scandale de corruption qui a éclaboussé l'IAF. On en parle dans la page des sports en compagnie d'Abi Diallo. Le dossier santé de ce jeudi s'intéresse aux initiatives développées dans la région de Louga pour le mieux-être des populations. À suivre en fin d'édition la revue de presse qui sera présentée par Arona Diouf. À la partie technique, Modou Diop, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Une maladie pour le moment non identifiée sévit à Pognène, un village sérère situé dans la commune nord de Thiès. Une vingtaine de personnes de tout âge présentent des troubles de mobilité, de déglutition et des tremblements. Présentement, le district sanitaire de Thiès a fait appel à des spécialistes en neurologie de l'UFR Santé de l'Université de Thiès pour des investigations. Le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, le docteur Momodou Mbaye, au micro de Radio. Nous avons constaté depuis quelque temps au niveau du village de Pognène un groupe d'individus d'âge différents qui présentent une maladie neurologique à type de tremblement, à type de déséquilibre, mais également à type de trouble de la déglutition. Alors quand nous avons été alertés, nous avons été sur les lieux, mais avec les spécialistes qui sont au niveau de l'UFR Santé, notamment les neurologues, et nous avons fait ce que nous appelons une investigation des cas. Et l'investigation a montré effectivement qu'il s'agit d'un groupe d'individus, une vingtaine de personnes à peu près, qui présentent tremblement, qui présentent un déséquilibre à la marche, qui présentent également en tout cas des troubles de la déglutition, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, quand ils mangent, parfois ils font des fausses routes. Et avec l'UFR Santé et les neurologues, nous sommes en train de faire des investigations pour comprendre le phénomène, mais surtout pour pouvoir proposer des actions, en tout cas correctrices ou bien préventives à l'endroit des communautés. Mais ce que nous pouvons dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a un lien de parenté entre les cas, mais également il y a une notion d'hérédité. Ça déjà, les premiers résultats l'ont montré. Est-ce que c'est une maladie neurologique de type héréditaire? Est-ce que c'est une maladie neurologique qui est liée à une intoxication à des pesticides? Ou est-ce que c'est une maladie X ou Y? Pour l'instant, nous n'en savons pas grand-chose. Nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, des investigations sur le plan clinique, sur le plan paraclinique. Et dans les prochains jours, nous allons vous donner des informations beaucoup plus claires là-dessus. Concernant leur prise en charge? Pour l'instant, nous en sommes à l'aspect d'investigation. Nous n'avons pas encore commencé le traitement, parce qu'avant de traiter, il faut d'abord faire le diagnostic, comprendre le phénomène. Nous avons des pistes que nous sommes en train d'explorer, mais surtout ce que je voulais dire, nous sommes en train de travailler avec l'UFR Santé, avec les spécialistes de la neurologie, de la biologie et de la génétique. À l'instant donc, le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, le docteur Momodou Mbaye. Je vous le disais dans les titres, le tribunal correctionnel de Dakar a condamné les deux policiers Tamsir Ousmane Cham et Wagan Souare à 2 ans et 3 mois de prison ferme. C'est dans l'affaire Mamadou Diop tué lors des manifestations préélectorales de 2012 à la place de l'Obélisque. L'État du Sénégal est déclaré civilement responsable.
Toutefois, les deux policiers n'iront pas en prison car aucun mandat de dépôt ni mandat d'arrêt n'a été décerné contre eux. Voici Maître Bamba Cissé, leur avocat, au micro de Demba Diao. Tamsir Ousmane Thiam, qui est l'un des policiers, a été condamné à 2 ans ferme. Wagan Souare a été relaxé sur certains chefs de prévention et condamné pour non-assistance à personne en danger, et de ce fait, il a pris 3 mois ferme. Je pense que c'est une décision mitigée. Mitigée dans la mesure où les demandes qui avaient été faites à la fois par le procureur de la République et par le conseil de la partie civile allaient au-delà de cela. On va apprécier maintenant de ce qu'il va advenir de la suite. Pas du tout un revers, parce qu'il faut considérer 2 choses. Notre posture de principe, c'est qu'il n'y avait pas, du point de vue scientifique, les éléments qui montraient effectivement qu'il y avait un impact entre le véhicule et le siège du dommage qui était un individu. Il n'y avait pas également sur le plan de la preuve testimoniale, c'est-à-dire la preuve par témoin, aucun élément qui permettait d'aller dans ce sens. Maintenant, je ne voudrais pas être très brutal par rapport à cette décision de justice qui, quelque part, peut ne pas nous satisfaire. Mais quelque part également, si on analyse les faits à l'aune du trouble à l'ordre public que tout cela a occasionné, Tamsir Ousmane Thiam n'ira pas en prison, Wagan Souare n'ira pas en prison, l'État du Sénégal tenu civilement responsable des condamnations à hauteur de la somme de 20 millions, devant payer donc à la place des prévenus. Moi, j'estime que c'est une décision qui me semble être en partie satisfactoire. Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont en service, ils ne sont pas obligés de venir le jour du délibéré. Parce qu'il n'y a pas justement mandat de dépôt. La condamnation pouvait être assortie d'un mandat de dépôt, comme il en est pour certains cas. La condamnation peut être également assortie d'un mandat d'arrêt. Ce qui n'a pas été le cas, donc ils n'iront pas en prison. Ils vont continuer normalement leur activité. À l'instant, donc, Maître Bamba Cissé, avocat des 2 policiers, inculpés donc dans l'affaire Mamadou Diop tué lors des manifestations préélectorales de 2012 à la place de l'Obélisque ici à Dakar. Le secrétaire général de l'UJTL, le libéral Toussaint Manga, et ses co-prévenus bénéficient d'une liberté provisoire après 10 mois de détention. Ils étaient ce matin devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Le procès des jeunes libéraux est prévu le 28 janvier. La défense est sortie soulagée par cette liberté provisoire accordée à Toussaint Manga et compagnie. Maître Moustapha Dia, leur conseil au micro de Demba Diao. Aujourd'hui, nous avons la joie d'annoncer aux proches de l'ensemble des prévenus que le président du tribunal Dakar a décidé, après débat contradictoire, de tous les mettre en liberté provisoire. C'est véritablement une solution heureuse, parce que ces personnes qui sont des pères de famille, qui ont des responsabilités professionnelles, qui n'ont jamais eu de problème auparavant avec la justice, ont été gardées en détention pendant près de 10 mois. 10 mois de détention me semble quand même anormalement long. C'est la raison pour laquelle la défense, par ma voix, exprime sa joie et a aujourd'hui encore plus confiance dans la conduite de l'instance. Parce que l'affaire est renvoyée au 28 janvier. À cette date, nous devons plaider si l'affaire est en état. Mais si l'affaire est retenue par le tribunal, nous essaierons, avec la force de nos arguments de droit, dans le plus grand respect dû à la justice et aux institutions, de démontrer très clairement et très certainement que les faits pour lesquels ces gens-là ont été gardés en détention, ces faits-là n'existent que dans l'imagination de ceux qui les avaient mis dans cette situation. Au départ, ils étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation. Mais à l'issue de l'instruction, le juge d'instruction, le doyen des juges, les a renvoyés pour être jugés devant la loi, simplement pour le rassemblement illicite et éventuellement pour la dégradation d'un véhicule qui appartiendrait à l'État. Et nous pensons pouvoir les démonter très rapidement à l'audience. Ils sont au nombre de 8, parmi lesquels Toussaint Manga, le secrétaire général de l'UJTL. À l'instant, Maître Moustapha Dia, avocat de Toussaint Manga et compagnie, je rappelle qu'ils avaient été inculpés en mars 2015 suite à des manifestations contre la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA par la CREI dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. La coalition des syndicats des universités, la COSU, a décrété ce matin une journée campus mort. Elle a également tenu un sitting devant le rectorat de l'UQAD pour soutenir ses membres spoliés de leurs parcelles 6 à Kermassar dans la région de Dakar. Ces parcelles se sont retrouvées entre les mains de promoteurs immobiliers. La COSU exige leur restitution. Le reportage de Ney Fatou Ndiaye. Plus de 800 enseignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs de l'UQAD voient leur terrain 6 à Kermassar attribué à d'autres personnes
Pourtant, ces terrains sont acquis après 5 ans de cotisation. Dieye Diouf, présidente de la coopérative des travailleurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons viabilisé ce site sur fonds propres. Pendant 5 ans, nous avons coupé nos salaires, nous avons épargné ensemble et nous avons viabilisé 80% des travailleurs de l'UCAD, enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique ont construit et habitent actuellement le site. Cependant, ils ne peuvent pas être tranquilles. On vous appelle, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont sorties de nulle part, qui sont sur le site, qui sont en train de vendre, qui sont en train de casser, et c'est visible sur le site. Ils invitent l'État à réagir afin qu'ils puissent retrouver leurs droits, mais aussi pour la sécurité de leurs collègues agressés en permanence dans leur maison. Dieye Diouf. Il y a en tout cas un groupe qui est dirigé par le nommé Alessène, un jeune qui, lorsqu'on nous attribuait ce site, devait avoir environ 13 ans peut-être, et qui est là, qui nargue nos retraités qui sont sur le site. Il avait dit, lorsque j'aurai fini avec les parcelles, je vais attaquer vos maisons. Il a mis en œuvre son plan d'action parce qu'on vient de convoquer 2 membres de la coopérative qui habitent déjà le site avec moi-même, dont on a volé la parcelle, construit et habité. La coalition est composée du SAES, du Sud-Est, du SYNPICS, du SATUC et du STESU. Après le sitting, ses membres ont décrété une journée campus mort pour montrer leur colère. Ndeye Fatou Ndiaye, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines exige la transparence dans la gestion des recettes fiscales de la DGID. Le syndicat exige aussi la fin des recrutements politiques au sein de leur administration. En point de presse ce matin, le syndicat en a profité donc pour faire le point des revendications de ce syndicat. Donc, leur secrétaire général Eliman Pouy au micro de Diorniaï Sissé. La tournure de la revendication doit prendre une autre une démarche fondée principalement sur la sauvegarde des recettes de ce pays. Aujourd'hui, il y a un point de cristallisation de toutes les revendications des fonctionnaires, c'est de leur dire que la masse salariale aujourd'hui ne permet la prise en charge d'aucune revendication. Les 3 000 milliards de budget qui ont été votés ne sont rien par rapport aux capacités de mobilisation de recettes fiscales de notre administration. Ces 3 000 milliards sont largement sous-estimés à cause de pertes de recettes fiscales organisées par le gouvernement. On renonce volontairement à percevoir des impôts votés par l'Assemblée nationale et on fait des décisions d'arbitrage pour négocier des montants d'impôts qui sont dus par les contribuables coupables de fraude fiscale pour leur accorder une certaine amnistie pour des impôts qui ont été collectés sur les travailleurs et qui ne font pas l'objet de reversement. Aujourd'hui, la gestion transparente et saine des recettes fiscales doit être un combat de tout le monde. Il y a des entreprises de télécommunications qui aujourd'hui pèsent plus lourd dans la formation du PIB, qui sont coupables de fraude fiscale et pour lesquels il y a des décisions scandaleuses qui sont prises pour leur faire payer le moins d'impôts possible. Sur la période 2012-2015, nous avons enregistré des recrutements politiques 10 fois beaucoup plus importants que les recrutements sur la base du mérite. Le concours de l'ENA qui permet de recruter des inspecteurs des impôts et des contrôleurs des impôts, aujourd'hui ne recrute pas plus de 20 par année. Au même moment, vous avez 100 qui sont annuellement reversés à la Direction générale des impôts du seul fait de la volonté du ministre de l'Économie et des Finances. Et ces recrutements ne répondent pas à des nécessités de services et ne ressortent pas d'une demande formulée par les services. À 19h13 à l'écoute des programmes de Radio Sénégal, c'est le parc de Sénélec qui s'enrichit. La société va bientôt étraîner une centrale électrique solaire de 30 MW à Mewan dans la région de Thiès. Cette centrale va coûter 27 milliards de francs CFA du FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique, en partenariat avec le projet Sénergie. Les deux parties ont procédé ce matin à la signature de la convention en présence du Premier ministre Tida Sané. La signature de convention entre le FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique et les actionnaires du projet Synergie va permettre la construction d'une centrale électrique solaire de 30 MW dans la commune de Mewan, dans la région de Thiès. Un grand pas vers le mix énergie. Amadou Hott, directeur général du FONSIS. Un projet qui consiste à construire
et opérer une centrale électrique solaire de 30 MW pour un coût global de 27 milliards de francs CFA, incluant le raccordement au réseau Sénélec. Nous avons signé donc un contrat d'achat d'énergie avec la Sénélec pour en fait essayer de livrer la centrale au mois de décembre 2016. Avec l'utilisation d'énergie propre telle que le solaire, la Sénélec voit ses coûts d'exploitation très réduits. Issa John, directeur de la production à la Sénélec. Aujourd'hui, le jalon que nous venons de poser va prendre ces deux axes. D'abord, une énergie à bon marché à 65 francs le kilowattheure au moment où le fioul lourd est autour de 80 francs, mais également une énergie peu polluante. En fait, la façon de la produire, en tout cas, est sans pollution. La commune de Meouane à Thiès, qui accueille le projet, s'en félicite. Bara Ndiaye, maire de Meouane. Si j'ai tenu à être à cette signature, c'est pour exprimer l'adhésion totale de la commune à ce projet. Dans la prise en compte des intérêts de la communauté, toutes les obligations ont été respectées. Et même pour l'indemnisation des populations, les promoteurs ont payé plus que le barème qui était prévu. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé la signature. Selon lui, un tel projet matérialise la volonté du gouvernement de faciliter l'accès à l'électricité pour tous, mais également de lutter contre les changements climatiques. Tida Sané, l'agence de développement municipal va bientôt exécuter un nouveau programme de soutien à la décentralisation. Il sera financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal, appuyé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le ministre du Développement local a installé ce matin le comité chargé de coordonner ce programme. À ce propos, je vous propose d'écouter Abdoulaye Diouf Sarr au micro de Gorbel Jacob. Les communes, avec ce programme, auront une nouvelle posture en termes d'amélioration de leur niveau d'urbanisation, mais en termes aussi de renforcement de leur gouvernance, mais aussi en termes donc de développement des potentialités d'intercommunalité. Maintenant, dans la formulation, nous ne pouvons pas effectivement désaxer le programme qui a comme ancrage l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation a pour ancrage le plan Sénégal émergent. Nous ne pouvons donc nous reposer que sur les principes élaborés dans le cadre du plan Sénégal émergent. Nous savons que l'axe majeur du plan Sénégal émergent, c'est la bonne gouvernance, l'état et de ce point de vue-là, les communes qui seront éligibles à ce nouveau programme, nous leur exigeons une certaine orthodoxie financière. C'est une condition pour que les communes soient mises à niveau du point de vue de leurs dettes. C'est une condition que nous-mêmes nous avons mis pour être en phase avec les principes que le chef de l'État, son excellence le président Macky Sall, considère comme étant des principes d'or. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Ebola, c'est fini. Ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la propagation. En 2 ans, Ebola a tué 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Depuis la Tunisie commémore ce 14 janvier le mouvement Printemps arabe. Quel bilan 5 ans après? Un peu de démocratie, un pays sous état d'urgence. Les Tunisiens souffrent encore de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale. Et puis la Turquie qui a commencé à riposter et l'a bombardé près de 500 positions de l'État islamique en Irak et en Syrie, annonce ce jeudi du Premier ministre. C'est en représailles à l'attentat de mardi à Istanbul. 10 Allemands donc avaient été tués dans cette attaque. Et puis l'artillerie turque a tué au cours de ces bombardements 250 djihadistes. Il n'était pas possible, selon l'AFP, de vérifier ce bilan de sources indépendantes. C'est parti pour les sports et nous sommes en compagnie d'Abi Diallo. Bonsoir Abi. Bonsoir Elisabeth Sarr. Je le disais dans les titres, un avis de recherche international a été lancé par Interpol contre Pape Massata Diack. Diack Fils est accusé d'avoir trempé dans le système de chantage et de corruption de l'IAAF. Papa Moussi nous fait une synthèse du rapport de l'AMA publié ce matin. Pape Massata Diack, un des fils de l'ancien patron de l'athlétisme Lamine Diack, est placé par Interpol sur la liste des personnes les plus recherchées à la demande de la France. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'Organisation internationale de coopération policière basée à Lyon. L'ancien consultant en marketing de la Fédération internationale d'athlétisme I2AF est recherché notamment pour fraude, blanchiment d'argent et corruption dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption et de dopage touchant le monde de l'athlétisme. Selon la commission d'enquête de la
Lama, une réunion aurait eu lieu en 2012 entre Diak Fils et des dirigeants russes. Cette réunion est présentée par Lama comme un exemple frappant du système de népotisme mis en place par le clan Diak. Pape Massata Diak avait affirmé le 22 décembre qu'il était prêt à répondre à la justice française, mais pas en France. Je suis au Sénégal où il est possible d'envoyer une commission rogatoire. Je suis citoyen sénégalais mais pas citoyen français, avait déclaré le fils Diak dans son unique interview accordée à la radio Futur Média. Le 7 janvier, il a été radié à vie par l'IDESAF en compagnie de Valentin Balachunikev, ancien trésorier de l'IDESAF et ex-président de la Fédération russe d'athlétisme, et Alexis Melnikov, ex-entraîneur de l'équipe de marche de Russie. Tous sont soupçonnés de la couverture de faits de dopage, principalement en Russie. Papa Amadou-Sy, merci. Place au football avec la 9e journée de la Ligue 1 qui démarre dimanche avec, entre autres matchs, le leader Ndiambour de Louga qui reçoit Niaretali, la lanterne rouge. C'est le samedi à 16h au stade Demba Diop. Après le match donc, Ndiambour-Niaretali, s'en suivra Diaraf Stade de Mbour et à Sali. Diamba reçoit l'Olympique d'Angor. La Sunéor, 13e avant-dernière au classement, reçoit l'US Gorée, 7e. Suite et fin de la 9e journée de la Ligue 1 le dimanche. La Ligue 2 joue également sa 9e journée samedi et dimanche. En Ligue 2, toujours habile, le staff technique de l'AS Dara a rendu le tablier. Et puis, notez que l'équipe compte cette défaite et un match nul en 8 journées, 0 victoire enregistrée. Le directeur sportif, le coach et ses adjoints ont démissionné. Les dirigeants comptent renforcer l'effectif avec de nouveaux recrutements dans le job. La situation de l'AS Dara va de mal en pire. Le directeur sportif, le coach Alpousseini Badji et ses 2 adjoints ont tous démissionné de leurs fonctions. La 7e défaite enregistrée contre l'ASPA à domicile est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mawanyai est le manager général de l'AS Dara. Et c'est au cours de cette rencontre que le directeur sportif, l'entraîneur principal et ses 2 adjoints ont pris la parole pour dire au revoir aux joueurs, pour leur dire que par rapport aux résultats, pour permettre de créer un déclic par le biais d'un nouvel attelage technique. Limogé l'année dernière, Matarouad assure l'intérim en attendant le recrutement d'un nouvel entraîneur. Nous avons demandé à Amadou Matarouad, qui est un technicien, qui a les diplômes, qui est sur place, d'assurer la transition en attendant que Dar Djolof SA puisse prendre contact avec des techniciens et choisir un entraîneur qui va venir prendre la relève. Et Matar a accepté en tant que membre fondateur de l'AS Dara. Toutefois, les dirigeants de Dara doivent 2 mois d'arriérés de salaire aux joueurs et au staff technique évalué à 6 millions de francs CFA, mais sur 8 rencontres disputées, l'équipe a concédé un match nul et 7 défaites. À Linguère pour l'Artès dans le job. Dans le job, à l'instant, sur la démission du staff technique de l'AS Dara, 14e et dernier au classement de la Ligue 2 de football. On termine avec cette nouvelle. Le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid sont interdits de recrutement. Les 2 clubs madrilènes ont été sanctionnés pour avoir enfreint le règlement concernant les transferts internationaux des joueurs mineurs comme le FC Barcelone avant eux. Cette sanction ne s'applique pas à ce mercato d'hiver. Elle sera effective pour le prochain mercato d'été et mercato d'hiver en 2017. Le Real de Madrid a en outre écopé d'une amende de 214 millions de francs CFA et l'Atlético de Madrid de 534 millions de francs CFA. La FIFA annonce qu'elle enquête sur des joueurs mineurs qui ont été impliqués ou ont participé à des compétitions sur la période allant de 2007 à 2014 pour l'Atlético de Madrid et de 2005 à 2014 pour le Real de Madrid. La FIFA annonce tout de même que les 2 clubs ont 90 jours pour régulariser la situation des joueurs concernés. C'était là l'essentiel du sport. Elisabeth Agnessar. Merci Abi Diallo. Dans la région de Louga, l'État a mis en œuvre d'importantes initiatives pour lutter contre la pauvreté. Il s'agit entre autres du programme des bourses familiales, de la couverture maladie universelle ou encore du programme de réadaptation à base communautaire dans cette région. Les collectivités locales sont appelées à accompagner toutes ces initiatives. C'est un dossier réalisé par Ousmane Beng. L'amélioration des conditions socio-économiques des groupes vulnérables demeure un des enjeux majeurs de la protection sociale. Depuis 2013, le gouvernement a mis en œuvre des initiatives phares, parmi lesquelles le programme des bourses de sécurité familiale. À ce jour, plus de 6216 bénéficiaires
dans la région de Louga. Dr Antassar Diako, délégué général à la solidarité nationale. Programme bi ñuy wax bourse de sécurité familiale. Avec le programme de bourse de sécurité familiale que nous déroulons, la région de Louga compte déjà 6216 bénéficiaires qui reçoivent chacun 25 000 francs CFA par trimestre, et cela pour 5 ans. L'objectif est d'aider les ménages pauvres pour que les enfants puissent aller à l'école, se soigner et être déclarés à l'état civil. Au moment où des ménages vulnérables sont aidés à rompre le cycle de pauvreté, l'État pense également aux personnes vivant avec un handicap. Le projet de réadaptation à base communautaire contribue à améliorer leur capacité productive à travers des financements non remboursables. Matar Fall, chef service de l'action sociale. C'est des financements non remboursables. Donc c'est une subvention de l'État. Parce que dans chaque projet, il y a 10 qui sont porteurs. On leur demande de faire le projet. Maintenant, dans un an, on va faire une évaluation. Si c'est porteur pour les 10, on donne à d'autres. Donc c'est en quelque sorte un projet revolving qui leur permet au moins de faire des AGR, des activités génératrices de revenus. En plus, avec la carte d'égalité des chances, ces personnes handicapées bénéficient des droits et avantages en matière d'éducation, de formation, d'emploi, de transport et surtout d'accès aux soins de santé. La santé avec la couverture maladie universelle qui fait son petit bonhomme de chemin. Le développement des mutuelles contribue à un meilleur accès aux services et soins, mais surtout à booster les indicateurs. Aliou Ndour, point focal régional des mutuelles de santé. Il y avait un problème d'accessibilité à la population au niveau des soins. Cette accessibilité s'est améliorée. Je pense que l'utilisation des structures sanitaires sera accrue et donc ça va permettre donc de réduire surtout la morbidité et la mortalité au niveau des populations et qui va nous permettre en tout cas de booster nos indicateurs par rapport à la couverture sanitaire des populations. Avec toutes ces avancées significatives en matière de protection sociale des couches défavorisées, l'accompagnement des collectivités locales de la région est très attendu. Mokhtar Sow de la société civile. Faire un plaidoyer à l'endroit de ces élus pour qu'ils puissent comprendre que le budget n'est pas seulement une présentation des recettes et des dépenses, mais au-delà c'est un instrument, une véritable déclaration pour l'atteinte des objectifs sociaux et économiques. Donc nous avons voulu les amener à comprendre qu'on peut traduire en tout cas le budget pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Et là, il faut remercier le bon Dieu du fait que les élus sont engagés à prendre en charge un minimum possible, c'est d'ouvrir un bureau qui s'appellera Bureau d'égalisation des chances. Au niveau central, l'heure est à la réactualisation de la stratégie nationale de protection sociale pour une meilleure prise en compte des préoccupations dans le contexte du plan Sénégal émergent. Abdou Khadr Djelanilo, membre du comité. Le processus a démarré depuis l'année 2005 et un document a été élaboré. Mais ce document s'était appuyé sur la stratégie nationale de réduction de la pauvreté qui finalement est retombée sur la stratégie nationale de développement économique et social. Aujourd'hui, il est question de plan Sénégal émergent avec de nouveaux objectifs et de nouvelles échéances. Il s'agit aussi par rapport à certaines réformes, par rapport aux innovations. Je veux citer la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances et d'autres outils qui sont là pour prendre en charge plus efficacement les besoins des populations, surtout les plus vulnérables et les moins encadrés. Il faut, de ce point de vue, donc réactualiser le document, que tout le monde se l'approprie et que tout le monde sache que ces besoins ont été plus ou moins pris en compte, aussi bien dans la première mise en œuvre, mais aussi avec les changements inclus dans le plan Sénégal émergent, que les gens sachent quand même que aussi ce document qui aujourd'hui est la référence en matière de développement économique et social a pris en compte leurs préoccupations. Ousmane Beng, Radio Régionale de Louga, RTS. À présent, la revue de presse présentée par Aruna Diouf. Cette bonne nouvelle à la une de la presse avec la baisse dès samedi du prix du carburant. Une bonne nouvelle à la une du quotidien national Le Soleil et de quoi être aux anges, estime la tribune qui en parle également, surtout en ces temps de conjoncture et de conjecture. Selon mon confrère, où tout ce qui économise les dépenses atténue la douleur et met du baume au cœur des consommateurs sénégalais ahurés. Du coup, même si cette nouvelle relève Birima était attendu depuis fort longtemps du fait, explique mon confrère, de la baisse drastique des cours mondiaux du pétrole. Mieux vaut tard que jamais en politique. Serigne Mbacké Ndiaye pour une reconfiguration politique en vue de la prochaine présidentielle. Un rassemblement de tous les libéraux derrière Macky Sall en 2017 pour la présidentielle. Voilà, écrit Le Populaire, ce que préconise l'ancien ministre de Maître Wade. Une position selon le journal qui suscite l'indignation au PDS. Et cette réaction de Mayor
Faye dans les colonnes du journal pour qui, je le cite, il a escaladé les barrières et il est parti dans le maquis. Parlons justement de la transhumance. Walf Quotidien décrypte dans sa livraison du jour ce nouveau sport national et c'est pour rappeler d'emblée que le candidat Macky Sall avait banni la transhumance de son programme. Mais aujourd'hui, les filets jetés par le chef de file de l'Alliance pour la République, selon Walf, dans les rangs de l'opposition, depuis son arrivée au pouvoir, continue d'attraper des poissons, des gros et des petits. Seulement avertit mon confrère, s'il compte sur les transhumants, il risque d'avoir la surprise de sa vie, car ceux qui l'ont rejoint, même s'ils sont forts, n'ont aucune base politique. Lui se cherche une base politique. El Hadji Malick Gakou, président du Grand Parti, avec sa marche vers le pouvoir décrypté par mes confrères de l'Observateur. Et pour ma consoeur du journal, son itinéraire au sein de l'AFP pourrait se résumer en grandeur et décadence. Un parti où il a connu tous les honneurs, mais il y a vécu toutes les horreurs. Aujourd'hui qu'il a son destin en main, le vent en poupe, renchérit le politologue Ibou Sané dans les colonnes du journal. Mais cela peut lui jouer des tours. Après El Hadji Malick Gakou, le quotidien décrypte pour sa part le phénomène RAF. Un phénomène, oui, parce qu'il faudra se lever tôt pour freiner le maire socialiste de Dakar. La preuve, RAF par-ci, RAF par-là, et n'en déplaise à Cheikh Seck du Parti socialiste et aux autres détracteurs de l'édile de Dakar, Khalifa Sall, selon Sucre Salé, qui demeure le favori des jeunes socialistes d'une frange non négligeable de militants du parti de Colobane. Des nouvelles à présent de Luc Nicolaï, l'affaire de la drogue du Lamentin Beach qui revient au devant de l'actualité. La Cour rappelle Luc a reboussé ce titre. L'Observateur, condamné à 5 ans, dont 3 ans ferme, Luc Nicolaï retourne dans l'arène carcérale, écrit le Témoin quotidien. Le promoteur de lutte poursuit le quotidien qui n'est pas encore au bout de ses peines, oui, parce qu'il devra payer, selon la Tribune, 1,5 milliard. Mon confrère qui ajoute toutefois que ses avocats, qui ne comptent pas baisser les bras, ont décidé de se pourvoir en cassation. Conséquence, la procédure suspend de facto la décision de la Cour d'appel d'envoyer Luc en prison pour 3 ans. Conséquence également, affiche sous nos lambes ce journal spécialisé dans la lutte, c'est que ces chocs citent. La revue de presse est présentée par Aruna Diouf à 19h, passé de 31 minutes. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Psychose des populations de Pognène-Ferrer dans la région de Thiès, une maladie pour le moment inconnue affecte plus d'une vingtaine de personnes. Le district a fait appel à des spécialistes en neurologie de l'IFR Santé de l'Université de Thiès pour des investigations. Et puis Sénélec qui va se doter d'une centrale électrique solaire. Cette centrale d'une capacité de 30 MW va coûter 27 milliards de francs CFA. Le Fonds suisse et son partenaire, le projet Sénénergie, ont procédé à la signature de la convention ce matin en présence du Premier ministre. Les 2 policiers impliqués dans la mort de l'étudiant Mamadou Diop écopent de 2 ans et 3 mois de prison, mais Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré n'iront pas en prison puisque c'est l'État qui a été déclaré civilement responsable. Leur avocat, Maître Bamba Sissé, a parlé dans ce 19h. Toussaint Manga et compagnie libre ce jeudi. Le secrétaire général de l'UGTL et ses co-prévenus ont bénéficié d'une liberté provisoire. Après 10 mois de détention, ils avaient été arrêtés pour trouble à l'ordre public suite à des manifestations contre la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison. Et puis un avis de recherche internationale lancé par Interpol contre Pape Massata Diack, le fils de Lamine Diack, est accusé d'avoir trempé dans le scandale qui a éclaboussé l'athlétisme mondial. Nous étions en compagnie d'Abi Diallo pour en parler. Le dossier santé de ce jeudi va s'intéresser aux initiatives développées dans la région de Louga pour le mieux-être des populations. Et la revue signée Aruna Diouf a bouclé ce 19h. 19h mise en onde par Maudou Diop et Tchabasek à la distribution Oumar Sow. Une édition réalisée par Ibrahima Khalil Goudiaby et Alexis Ndiaye. Devant ce micro, Elisabeth Agnessar. Encore merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la RTS. Musique.